Devant le siège du KGB, des manifestants violents arrivent par dizaines. Le mur de Berlin vient de tomber, les Allemands ont un objectif, dégager les Russes de leur pays, une fois pour toutes. À l'intérieur du bâtiment, l'agent Platov, nerveux, prend une décision. On va se battre. Il prend son pistolet et se rend à la porte principale. Je suis un officier soviétique. J'ai 12 balles dans mon arme. Je laisse la dernière pour moi. Cette nuit, pas un coup de feu ne sera tiré. Les manifestants prennent leurs jambes à leur cou. L'homme qui prononce ces mots, c'est Vladimir Poutine. Et cet épisode, en tant qu'agent du KGB, va profondément le marquer. Si bien qu'il fera de ce comportement agressif une habitude, mais aussi une politique. Qui est Vladimir Poutine? Comment l'histoire qu'il a vécue l'a construit et a rendu inévitable l'homme qu'il est devenu? C'est tout l'objet de cette vidéo. Pour comprendre Poutine, il faut comprendre de quel monde il vient. Et vous allez voir que c'est pas très réjouissant. Leningrad, 1941, les Allemands assiègent la ville. Aux abords de celle-ci, un jeune soldat de l'armée rouge du nom de Vladimir résiste à l'envahisseur. Derrière lui, la ville subit des pertes extraordinaires, 900 000 morts. Parmi eux, son fils, de 2 ans, mort de sous-alimentation. C'est son deuxième fils à mourir en bas âge. Mais pas le temps d'y penser, la Wehrmacht est à quelques mètres. Une avancée allemande pousse sur la ville et Vladimir se retrouve face à face avec un soldat. Il lui envoie une grenade, l'Allemand meurt, mais Vladimir est blessé, il reçoit des éclats dans les jambes, une douleur insoutenable. La bataille fait rage, mais après 3 ans de lutte, en janvier 1944, les Allemands sont battus. Le jeune soldat, blessé, rentre chez lui et retrouve sa femme, Maria, endeuillée. Le couple sort sidéré, traumatisé de la guerre qu'ils viennent de vivre. Le temps passe et quelques années plus tard, un heureux événement frappe à leur porte. Maria est enceinte. On est en 1952 quand le couple voit naître leur 3e et dernier enfant. Ils choisissent alors de lui donner le nom de son père, Vladimir Poutine. Dans ce contexte et dans ce milieu marqué par la guerre et la misère, rien ne prédestine le petit Vladimir à devenir l'un des hommes les plus puissants du monde. Vladimir Vladimirovitch Poutine grandit dans un milieu très modeste. La famille Poutine habite au 12 de la rue Baskov, dans la banlieue pauvre de Leningrad. Ils vivent dans une petite pièce de 20 mètres carrés. Son père travaille à l'usine. Sa mère, Maria, multiplie les petits boulots, notamment en tant que concierge. Elle est traumatisée par la guerre et la mort de ses 2 enfants. On dit qu'elle a beaucoup de mal à tisser un véritable lien avec son fils. Le petit Vladimir grandit et rentre à l'école. Il est considéré comme bagarreur. On dit de lui que c'est une petite racaille ou un petit caïd. Il passe énormément de temps dans la rue et dans des bandes. Il se bagarre, mais c'est loin d'être le plus fort. C'est pour ça que très vite, à ses 10 ans, il se met au judo et bientôt au sambo, c'est un art martial russe. Et c'est là qu'il fait la rencontre d'un homme qui change sa vie. Cet homme, c'est Anatoly Raklin, son professeur de judo. Ses cours canalisent sa violence, lui dictent la rigueur, mais aussi une discipline morale et mentale qui le suit jusqu'à aujourd'hui. Le judo, c'est son école de la vie qui le sort de la rue. Très vite, il rencontre une autre personne qui devient comme son mentor, Vera Gourevitch, sa prof d'allemand. Vera, elle lui ouvre des horizons, elle lui fait découvrir l'art, la culture, la littérature russe. Grâce à elle, il s'investit plus à l'école, mais surtout, il devient très bon en allemand, ce qui va être capital dans son histoire, mais ça, on va le voir juste après. Dorénavant, Vladimir se cultive, il lit et regarde des films qui vont faire naître chez lui une vocation, l'espionnage. Il se dit que lui aussi, en tant qu'espion, comme dans les films, il pourrait en quelque sorte changer la face du monde. C'est une vision d'enfant, quelque peu idéalisée, mais qui va le suivre toute sa vie et qui va se transformer, vous le verrez, en véritable projet. Et l'espionnage, ça vient pas de nulle part non plus. Vladimir, il a été bercé toute sa vie par plusieurs choses. La guerre, la grandeur de l'URSS, mais surtout par les récits glorieux de son père. Vladimir Spiridonovitch Poutine, pendant la guerre, il était saboteur au NKVD, l'ancêtre du KGB, les services secrets russes. Il a mené des missions de sabotage et même une opération suicide, et il y a survécu. Aux yeux du petit Vladimir, c'est un héros soviétique, c'est donc pas étonnant qu'il veuille lui aussi connaître ce destin glorieux. Quoi qu'il en soit, en 1968, il passe le pas. À 16 ans seulement, Vladimir se rend à une annexe du KGB de Leningrad. Bonjour monsieur, je veux rentrer au KGB, je veux servir mon pays. Comment je dois m'y prendre? T'es un petit peu jeune petit. Tu dois faire des études d'abord. Et de toute façon, c'est nous qui viendrons te chercher, et pas l'inverse. Et je dois faire les études de quoi alors? Du droit, c'est le mieux. C'est décidé, il part pour des études de droit. 7 ans plus tard, en 1975, Vladimir entre en 4e année de droit civil. Il rencontre d'ailleurs Anatoly Sobchak, son prof de droit, qui va, vous le verrez, jouer un rôle décisif plus tard dans sa vie.
Mais là, Vladimir, il a 23 ans. Il sait se battre, il est cultivé, il a fait de bonnes études et il veut plus que jamais servir son pays. Et surtout, ce qui fait la différence avec les autres étudiants, c'est qu'il parle couramment allemand, ce qui est très rare à cette époque en Russie. Et la même année, le KGB le recrute enfin. C'est bon, lui aussi, il va pouvoir être un grand espion, aller derrière les lignes ennemies, changer la face du monde. Eh ben non, il est employé à Leningrad au contre-espionnage, où il va être comme le subalterne de l'unité. Et cette situation, elle va durer plusieurs années. Mais Vladimir, il vient pas de nulle part, il est tenace, il attend patiemment de monter les échelons. Et finalement, après 9 interminables années, il y arrive, il est nommé commandant et est envoyé à l'Institut Andropov ou l'Institut du Drapeau Rouge de Moscou, la fabrique d'espions du KGB. Il ne le sait pas encore, mais ce qu'il va vivre par la suite va profondément le transformer et donc transformer la face du monde. En 1984, il arrive à Moscou, nom de couverture, Platov. Inapte, c'est ce que déclare l'Institut Andropov sur le jeune Vladimir après un an. D'après Sergei Girnov, un ancien agent du KGB, il est jugé comme trop introverti, mais surtout comme étant une personne n'ayant pas assez conscience du danger. En fait, Vladimir, pendant un an, il s'est déjà battu plusieurs fois, notamment une fois avec plusieurs personnes dans le métro russe. Et en plus de ça, il est ceinture noire de judo. Il a une réputation de bagarreur, même de petit caïd des rues, comme il l'était quand il était plus jeune. Et cette réputation, elle va beaucoup lui nuire. Bref, il ne peut pas devenir agent du KGB. Première humiliation. Mais sa carrière d'espion va finalement être sauvée. Il va être pistonné par un officier de la RDA, la République démocratique allemande, qui est alliée des Russes. Vladimir, dit Platov, part donc pour la RDA en août 1985 à Dresde. C'est gagné. Comme quoi, sa connaissance de l'allemand va aussi l'aider à plusieurs reprises. Dresde, c'est pas non plus une destination de luxe pour un espion. Il est déçu, mais il prend quand même sur lui. Peut-être qu'il pourra quand même gravir les échelons, aider son pays à rayonner. Intitulé de mission, recruter des espions en RDA pour le KGB. Pas fou non plus, comme mission. Et finalement, Platov s'ennuie. Et très vite, il enrage, parce que d'Allemagne de l'Est, à son petit poste, il voit sa fière et forte URSS se craqueler. Sur sa télévision, il assiste à la mise en place de la perestroïka, puis la glasnost, par Gorbatchev, le dirigeant de l'époque. Désormais, les Russes ont la liberté d'expression, d'association, le pays se démocratise, devient de plus en plus transparent. Fini la fameuse poigne de fer russe démarrée par Lénine et renforcée par Staline, et Platov est impuissant. Et en automne 1989, le mur de Berlin tombe sous ses yeux. L'URSS est en train de s'effondrer. Les Allemands, enfermés en RDA, passent à l'ouest. Platov comprend que son temps est compté. Il est nerveux, frustré. Plusieurs manifestations démarrent dans le pays contre l'oppression russe. Ils veulent les chasser d'Allemagne. Et le 5 décembre 1989, une manifestation s'approche. Un groupe violent se positionne en bas de son bâtiment. Là, Vladimir et les autres agents sont pris de peur. Ils brûlent tous les documents du KGB. Ils ne laissent aucune trace de leurs activités. Platov est affolé, il appelle la direction du KGB, mais Moscou ne répond pas. Là, le groupe de manifestants frappe à sa porte. Son sang ne fait qu'un tour, il prend son arme et descend, seul, face à la foule. Je suis un officier soviétique. Derrière moi, c'est un immeuble de l'Union soviétique. Vous n'entrerez pas. J'ai 12 balles dans mon arme, je laisse la dernière pour moi. Et en fait, en faisant ça, on réalise qu'il a calmé la foule fait demi-tour et la foule ne rentre pas dans l'immeuble du KGB. C'est un point très important. Une scène comme ça, où quand ça vous arrive, ça vous marque. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a compris quel ascendant il pouvait avoir sur une foule, sur des gens. Donc je pense qu'il a compris que son regard, cette espèce de charisme incroyable qu'il a, et aujourd'hui on le voit bien d'ailleurs dans les discussions, une espèce de froideur incroyable. Et à partir de là, je pense qu'il est parti à la conquête du pouvoir, parce que rendez-vous compte, quand il est en Allemagne en 89, il a 37 ans, 10 ans après, il est chef de l'État. Cet épisode, il faut vraiment le comprendre, c'est un traumatisme pour Poutine. Les Allemands qu'il avait à sa botte les ont littéralement foutus à la porte sans qu'ils puissent rien y faire. L'URSS qu'il glorifie depuis son enfance s'effondre sous ses yeux. Il n'oubliera jamais ce qu'il s'est passé à Dresde et tentera à tout prix, toute sa vie, de rétablir cette grandeur, cet impérialisme même de la Russie. Retour à la case départ pour Vladimir en 1990, il revient à Leningrad, chez ses parents, dans sa banlieue pauvre. Déprimé, au fond de son lit, Poutine est loin de se douter du destin glorieux qui l'attend. L'année 1991 est encore pire, l'URSS s'effondre une fois pour toutes avec la démission de Mikhail Gorbatchev, l'ancien président russe. Un vent libéral souffle maintenant sur le pays, les toutes premières élections présidentielles démocratiques ont lieu et c'est Boris Yeltsin qui est élu. Poutine, il a du flair. Il prend conscience que s'il veut à nouveau gravir les échelons, il doit embrasser cette nouvelle doctrine libérale. Platov rend sa carte du KGB, il quitte les rangs, c'est l'heure pour lui de rejoindre la politique. Et ça tombe bien parce qu'il recroise une ancienne connaissance, Anatoly Sobchak, son ancien prof de droit.
Sobchak, c'est le nouveau maire démocrate de Leningrad. Il prend Poutine sous son aile, il fait de lui son conseiller, puis son adjoint. C'est le premier pas de Vladimir dans la politique et vous allez voir qu'il va le mettre à profit. Très vite, il devient l'homme de l'ombre de Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg. Il est aussi influent que le maire, avec la main de fer en plus. Et bientôt, avec Sobchak, ils forment un duo infaillible. À deux, ils mettent en place un système de corruption. Ils contrôlent tous les investissements qui entrent dans la ville, tous les contrats passent par eux, donc les constructions d'immeubles ou de dachas somptueuses. C'est open bar pour Poutine et Sobchak qui s'en mettent plein les poches. Et Poutine, il est rusé. Très vite, il constitue un groupe autour de lui, très soudé, des anciens amis du KGB qui veulent investir, mais aussi la mafia locale qui a un grand pouvoir dans la ville. Bref, la bande à Poutine renforce sa richesse et son pouvoir. Mais en 1996, le rêve s'arrête, Sobchak n'est pas réélu en tant que maire de Saint-Pétersbourg. Poutine doit donc démissionner, mais comme vous le savez, il a pris en influence dans la ville comme dans le pays. Il ne va pas attendre longtemps avant d'entendre son téléphone sonner. Vladimir Vladimirovitch Poutine ? Lui-même. C'est Boris Yeltsin au téléphone. On peut se rencontrer ? Vladimir Poutine, devenu richissime à Saint-Pétersbourg, s'envole vers le cœur du pouvoir russe, au Kremlin. L'histoire est en marche. Il rejoint l'administration du président Eltsine en 1996 et s'occupe d'affaires juridiques. Pendant 2 ans, il prend en influence et s'avère être un élément loyal, solide de l'administration de Boris Yeltsin. Et très vite, il voit une opportunité s'ouvrir à lui. Parce que Boris, il a un petit problème. Son addiction lui cause des problèmes de santé. Il est affaibli. Les milliardaires et oligarques russes qui l'ont aidé à parvenir à la tête de l'État veulent maintenant prendre le plus de pouvoir possible pour eux, pendant que le président est faible. Bref, Yeltsin a besoin d'aide, de quelqu'un avec une main de fer pour lui rendre la vie plus simple et surtout arbitrer le combat des oligarques. Il voit en Poutine le soldat parfait. En 1998, il est nommé dirigeant du FSB, le successeur du KGB, les services secrets russes. Et il s'en sort très bien, mais très vite un événement va tout changer pour Poutine. Un procureur du nom de Yuri Skouratov va mettre son nez dans les affaires du président. Il monte un dossier sur les finances des membres de l'administration du président Eltsine. Et ces finances, elles viennent des oligarques. Ni Eltsine, ni ses oligarques ne survivraient à une telle enquête. Mais heureusement, Poutine est à l'affût, et les pratiques mafieuses qu'il a apprises au KGB, elles vont lui servir. Et en avril 1999, il utilise un compromat. C'est le fait de dévoiler des documents compromettants sur quelqu'un pour lui nuire. En pleine nuit, il place des caméras dans la chambre d'hôtel où dort le procureur Skuratov. Sur la vidéo, on le voit avoir des ébats amoureux avec 2 jeunes femmes. Le jour d'après, elle est diffusée sur toutes les chaînes de télévision russes. Le procureur démissionne. 4 mois plus tard, le président remercie Poutine de la meilleure des manières. Il le nomme Premier ministre. La Russie découvre Poutine après qu'il ait passé des années dans l'ombre du pouvoir. Et il va pleinement en profiter. 8 septembre 1999, 23h59, attentat. Un immeuble explose dans un quartier de Moscou. La bombe a été posée par des indépendantistes tchétchènes, la Russie est en pleine guerre contre la Tchétchénie. Des représailles. Ce drame démarre une série d'attentats sur le sol russe, le pays a peur et la réponse de Poutine est immédiate. Et ce discours de caïd, ça va plaire. La Russie a son nouvel homme de poigne. En août, sa cote de popularité était à 2%. En 6 mois, elle monte à 50% d'opinion favorable. Il comprend que cette stratégie est la bonne, si bien qu'on serait même tombé sur des agents du FSB en train de poser des bombes dans un immeuble. Un faux attentat, un coup monté. Vraisemblablement, Poutine et les procédés mafieux, ça a l'air d'aller de pair. Quoi qu'il en soit, c'est le nouvel homme fort du pays. Mais ça, c'est que le début. On est le 31 décembre 1999. Eltsine, malade, démissionne et nomme Poutine comme président intérimaire. Le petit de Leningrad n'est qu'à un pas de son rêve d'enfant, changer la face du monde. Les nouvelles élections russes approchent, Poutine ne va pas laisser l'occasion passer. Il n'est pas officiellement en campagne, mais on le voit sur toutes les chaînes du pays, en train d'écouter les ouvriers, les paysans, les forces de l'ordre. Il est au chevet de tous les Russes. Ses conseillers font évoluer son image d'homme de fer à type sympa, sur qui on peut compter. Au même moment, il refuse de participer à des débats télévisés avec les autres candidats. La démocratie, c'est pas non plus sa tasse de thé. Il ne se place pas en candidat, il incarne déjà le nouveau président en s'occupant des problèmes du pays. De force donc, il s'installe comme le nouveau président de Russie. Dans la tête des Russes, il est déjà élu. 26 mars 2000, 52,84%, Poutine est élu président. Par patience, ténacité, opportunisme, mais parfois avec des techniques plus que douteuses, Vladimir Poutine a gravi les échelons, de la banlieue de Leningrad jusqu'à la tête du Kremlin.
Empire, pouvoir, brutalité, ce sont les mots qui vont marquer son premier mandat. D'entrée, il se sépare de l'héritage des années 90 et des politiques libérales d'Yeltsin. Aussi parce qu'il hérite d'un peuple russe fracturé, d'un côté les tsaristes qui veulent le retour des tsars, puis les nostalgiques de la glorieuse URSS, et d'un autre côté les libéraux qui veulent eux l'ouverture du pays. Il veut réunir tout ce beau monde derrière lui. Et ce qui relie ce peuple russe, c'est l'idée de restaurer un empire russe. Ça plaît énormément aux tsaristes comme aux nostalgiques de l'URSS. Son premier chantier, c'est donc celui de la nostalgie. Il établit par exemple un nouvel hymne national avec la même mélodie que l'hymne de l'Union soviétique, mais avec des paroles insistant sur la grandeur et les richesses russes. Et dans le même temps, sur la scène internationale, Poutine réchauffe les relations avec les Occidentaux. Voilà, maintenant même les libéraux sont contents, la majorité des Russes l'acceptent en tant que président. Poutine est en phase avec cette espèce d'ébranlement qu'a connu la population russe, qui est la fin de l'URSS. Ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement important. Le deuxième point, c'est que dès qu'il arrive, il y a la guerre en Tchétchénie. Et il la résout de façon extrêmement brutale. C'est qu'il met en place, si vous voulez, les outils qu'on voit encore aujourd'hui, des outils de la brutalité, de la décision. Et en fait, il ne recule jamais devant les pertes, par exemple. Et donc, à partir de là, en fait, on voit qu'il dirige son pays extrêmement brutalement. Et à partir de la deuxième guerre de Tchétchénie, qui gagne, en fait, il monte en puissance, il gonfle, en fait, il prend conscience du pouvoir qu'il a. Et il en profite pour mettre en place son second plan, renforcer son propre pouvoir. Il restaure la verticalité du pouvoir, donc en fait il affaiblit les pouvoirs des régions russes et il met en place la dictature de la loi. En gros, les entreprises privées russes obéissent maintenant au doigt et à l'œil de Moscou. Désormais, un seul homme gouverne le pays. Le caïd, comme certains l'appellent, a gagné. Fraîchement réélu en 2004, Poutine accélère. Sur le plan international, ses ambitions s'affinent, une politique qu'on peut juger d'impériale. La chute de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Dans sa culture de caïd, quand on se fait humilier, il faut se venger. C'est l'heure de la revanche pour Poutine. À partir de là, en 2005, on comprend qu'il est sur un mode qui est un mode inhabituel. C'est une phrase qu'a jamais prononcée Yeltsin, par exemple. Après, il y a une deuxième salve, c'est en 2007, de façon extrêmement calme, extrêmement préparée. Il exprime simplement qu'il trouve parfaitement inadmissible la stratégie unipolaire des États-Unis. Et à partir de 2007, en fait, il imprime sa marque. En 2008, il rentre en Géorgie, et là, on a Poutine Lord of War qui commence sa brillante carrière. En fait, en 2008, la Géorgie est à un pas de rentrer dans l'OTAN, donc sous le giron occidental. Et avec la Géorgie, deux régions indépendantes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Sauf que ces régions, elles sont indépendantes et surtout russophones. Impossible pour Poutine de les laisser rejoindre l'OTAN, le camp adverse. La guerre commence en août. C'est Dmitri Medvedev qui hérite de ce conflit. C'est le nouveau président de Russie. En fait, le deuxième mandat de Poutine, c'est terminé. Il a dû quitter la présidence. Il a donc placé son ami de longue date et son Premier ministre à la tête du Kremlin. Derrière Medvedev, il l'a nommé au poste de Premier ministre. En fait, ils ont juste switché de poste. Medvedev est empêtré dans la guerre de Poutine contre la Géorgie. La Géorgie, aujourd'hui, est rentrée dans la mouvance, je dirais, dans la sphère d'influence russe. Malheureusement, ils considèrent que le monde russe, tous ceux qui parlent russe, doivent rejoindre le monde russe. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a comme des russophones actuellement dans les pays baltes, en Moldavie et ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation sur le monde russe et sur la possibilité éventuelle que ce monde russe réclame une intervention de la Russie pour accéder à l'indépendance. 4 mars 2012, 62% des voix, Poutine est réélu pour un troisième mandat. Il ne quittera plus jamais la présidence. Poutine a 60 ans, c'est l'heure pour lui de rétablir ce qu'il pense être l'âge d'or de la Russie, celui des valeurs religieuses, conservatrices, cultivées pendant la période tsariste. Il s'affiche dans des églises orthodoxes, il pénalise la propagande homosexuel, il fait la promotion concrète d'un monde russe glorieux face à un Occident décadent. Vladimir Poutine mène ensuite une autre guerre, une guerre idéologique. Russia Today et Sputnik sont par exemple créés, c'est des télévisions d'État qui sont présents partout en Occident. Les objectifs de Poutine, ils sont simples. Partager une image glorifiée de sa personne, véhiculer les valeurs orthodoxes et conservatrice de la Russie, mais aussi accentuer les divisions dans les pays occidentaux. Bref, il veut accroître sa puissance et faire mal à l'Occident. Mais un événement va tout changer. En 2014, sur la place Maïdan de Kiev, le peuple ukrainien s'insurge. Le président ukrainien se rapproche de Poutine plutôt que d'aller vers l'Union européenne. Ça ne plaît pas aux Ukrainiens qui ne veulent pas de l'ingérence russe. Poutine réagit, encore une fois, il ne peut pas perdre des territoires considérés comme majoritairement russophones. Ça, c'est pour Poutine, c'est vraiment le chiffon rouge. En 2014, il monte une opération que je qualifierais de secrète, qui vise en fait à conquérir une partie du Donbass et à conquérir une partie, en tout cas la Crimée.
Et donc il monte une opération avec ses services de renseignement, avec les groupes pro-russes qui existent dans le Donbass, et Dieu sait s'ils sont importants et s'ils sont nombreux. Depuis, cette guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine met en place une opération spéciale. Il envahit l'Ukraine. Et aujourd'hui, la guerre n'est toujours pas terminée. Poutine a réussi 2 opérations incroyables. La première, c'est le rapprochement entre Moscou et Pékin. Et cette structuration d'un monde euro-asiatique qui est anti-occidental, vous voyez, c'est vraiment un premier point qui est central. Le deuxième point, ça c'est l'inverse, c'est absolument incroyable. Vous avez en fait le retour d'une stratégie de puissance, d'un côté avec les Américains, avec Trump. Au milieu, vous avez la Russie avec Poutine, et à l'Est, vous avez les Chinois avec Xi Jinping. Et ça, c'est aussi la force, quelque part, la force des Russes, c'est en fait de devenir, alors malheureusement pour nous Européens, on entre dans la zone d'influence des Russes. Et ça, c'est un vrai sujet, et ça, c'est le vrai résultat, si vous voulez, aujourd'hui, de cette guerre en Ukraine. On voit qu'aujourd'hui, la Russie, sans connaître la fin de l'histoire, elle est plutôt sur un modèle en expansion, et un modèle extrêmement dominant. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, Poutine, il a une volonté. Étendre le plus possible son influence et les frontières de sa Russie bien-aimée, quitte à employer la force. Une seule question reste à se poser, jusqu'où ira l'obsession de Vladimir Poutine? Ура! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur le personnage qu'est Poutine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Réel Média. Moi, je vous dis à une prochaine fois.